Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'atelier Relations d'aide de cette journée d'initiation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier qui va durer à peu près 1h15. Donc l'objectif, c'est de vous présenter la relation d'aide, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, ainsi que le programme que nous allons vous proposer à Cassiopée. Et pour que vous voyez concrètement comment on applique la relation d'aide, nous finirons par une petite pratique ensemble, vous montrer un exercice type, ça vous donnera une idée du mode de fonctionnement au réel de cette très belle pratique. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sandra Settler, je suis cofondatrice de Cassiopée avec mon mari Olivier, que vous verrez sur d'autres ateliers. À la base, je suis psychologue clinicienne de formation et je me suis formée à Nanterre, donc pas très loin d'ici, avec une orientation psychanalytique freudienne. À la sortie de mes études universitaires, je voulais être psychologue pour enfants. Et là, je me suis dit, malheureusement, je n'ai pas très bien compris dans mes études qu'est-ce qu'un enfant, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'une dyslexie, une dysorthographie. Alors, au plan théorique, j'avais compris, je connaissais mes définitions, mais concrètement, comment ça se traduit, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire, je ne savais pas. Donc, j'ai pris la décision de devenir institutrice pour pouvoir travailler avec les enfants. J'ai eu la chance d'avoir le concours, de travailler avec eux pendant 18 ans, dont 14 ans en zone d'éducation prioritaire, ce qui m'a amené à m'interroger non seulement sur qu'est-ce qu'un enfant, mais comment aider un enfant à apprendre, puisqu'on leur demande d'apprendre la même chose que les autres enfants, sauf qu'ils sont dans des contextes socio-économiques très défavorables. Et du coup, il faut imaginer des stratégies pédagogiques différentes pour pouvoir les accompagner, ne serait-ce que par le fait que ces enfants n'ont pas leurs parents le soir pour les aider à faire les devoirs. Donc comment on fait pour régler ce problème de devoirs à la maison, etc. Quand j'ai commencé ce travail de psychologue pour enfants, j'ai aussi travaillé avec les adultes, mais j'ai eu envie rapidement de quitter le monde des mots, et on va se retrouver dans ce monde des mots dans la relation d'aide, pour incorporer l'aspect corporel dans la thérapie. Donc du coup, ma matière dominante est toujours restée la psychologie et la relation d'aide. Néanmoins, j'y ai adjoint d'autres matières. J'ai commencé par faire de la sophrologie, puis de la médecine chinoise, puis de la médecine énergétique, bref. Au fil des années, je me suis formée à l'ensemble des disciplines qui sont dans le catalogue Cassiopée, sauf la réflexologie plantaire, parce que j'ai horreur qu'on me touche les pieds. Donc du coup, je connais la cartographie, mais c'est une pratique que je n'utilise pas. Dans ce parcours, j'ai eu la chance de pouvoir me former avec des grands noms. Et par exemple, dans l'univers de la psychologie, j'ai pu me former à la psychogénéalogie avec Anne-Lancelin Schutzenberger, qui est la fondatrice de la méthode. En sophrologie, je me suis formée avec le docteur Patrick André Chenet. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. À la fac, j'ai eu la chance de travailler avec René Zazot pour le développement de l'enfant. Donc, je m'en suis rendu compte après coup, mais j'ai eu un parcours de formation qui a été finalement super. Et j'ai eu vraiment ces rencontres avec tous ces grands noms qui ont pu se faire parce que c'était à Paris, parce que c'était à la bonne époque, au bon moment. Et donc, je les remercie grandement pour toute cette transmission et tout cet enseignement. Au fil du temps, en étant thérapeute et en étant enseignante, on a eu envie avec Olivier de transmettre nous-mêmes. Alors j'ai commencé par transmettre en sophrologie, à l'Académie de sophrologie du docteur Patrick André Chenet, et pendant 7 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec le docteur Jean-Pierre Willem, que vous connaissez certainement, qui a créé la faculté libre des médecines naturelles et d'ethnomédecine. Là, il m'a demandé de créer la chaire de sophrologie, donc je l'ai animée avec Olivier pendant 7 ans. Et puis, au bout de ces 14 ans à faire de la formation pour adultes, on avait ces adultes qui avaient été formés, qui revenaient de façon assez insistante vers nous en nous disant « la sophrologie c'est extraordinaire, mais on aimerait aller plus loin. » Parfois, quand des personnes viennent avec des symptômes comme la dépression, le manque de confiance en soi, on aimerait les aider plus. Est-ce que tu pourrais nous former à la psychologie ? Donc on s'est dit comment répondre à cette demande. On a fait une proposition à Jean-Pierre Willem qui était de créer une chaire de psychologie au sein de la faculté de médecine naturelle qu'il dirige. Il n'a pas souhaité le faire parce que c'est une discipline universitaire. Il était déjà radié du Conseil de l'ordre des médecins. Il ne voulait pas en plus avoir des problèmes avec l'université. Donc du coup, on a décidé de créer Cassiopée, un institut de thérapie holistique dans lequel on a enseigné, entre autres, la relation d'aide.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ce cursus de psychologie? Parce que vous savez, la psycho est une discipline, comme on disait à l'instant, universitaire. C'est un bac plus 5, un master 2, et ce que nous voulions, c'était vraiment réunir dans cette formation tout ce que vous aviez besoin de savoir au plan théorique, mais aussi au plan pratique, pour pouvoir faire de la psychothérapie, mais en ne passant pas par un cursus long, un cursus universitaire de 5 ans, et par un cursus court. Donc quand on a commencé à réfléchir à cette formation en relation d'aide, on s'est dit qu'est-ce que l'on va mettre dedans? Et moi je me suis dit je vais mettre tout ce que j'ai appris à l'université, qui m'a été utile dans ma pratique de ville, dans ma pratique de clinicienne, et tout ce que j'ai dû aller chercher ailleurs, dans des instituts privés, comme Cassiope aujourd'hui, qui à l'époque n'existait pas, pour pouvoir compléter ce que j'avais reçu au plan théorique. Et faire du coup une formation qui soit très complète, mais en même temps très pratique, très concrète. Parce que les personnes qui viennent nous voir au cabinet, elles sont en souffrance et elles ont besoin de réponses précises. Elles ont besoin d'accompagnement précis. Et quand je suis sortie de l'université, j'ai adoré mes études et je ne les récuse pas, mais j'avais une tête bien faite, j'avais plein de connaissances, je pouvais parler de Freud en long, en large, en travers, mais concrètement, comment prendre cette théorie freudienne et la mettre au service de la personne qui était en souffrance et qui venait me voir, ça je ne savais pas le faire. Et donc ce que j'ai souhaité faire dans cette formation, c'est vous donner ce pont, cette passerelle entre la théorie, entre de grands noms, de grands auteurs que vous allez étudier. Donc on prend la quintessence de ces auteurs, on vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir les lire, les approfondir, travailler avec, mais surtout, comment on prend en main cette œuvre, quels outils pratiques nous ont laissé tous ces grands noms, Freud, Jung, Eric Berne, etc., pour pouvoir mettre tout cela au service des personnes. En cheminant dans cette formation universitaire, j'ai fait une première grande rencontre. C'était la rencontre avec Jung. Moi, j'étais dans une fac freudienne, donc on ne parlait que de Freud. Et un jour, je suis allée voir une conférence et j'ai découvert Jung. C'était extraordinaire parce qu'on parlait depuis 4 ans de l'inconscient personnel et tout d'un coup, on élargit la focale et on parle de l'inconscient collectif, de l'inconscient familial, de l'inconscient sociétal. Et j'ai trouvé ça tellement complémentaire et tellement extraordinaire que je me suis dit, ben, j'ai envie d'étudier Jung. Et pareil, comme j'avais la chance d'habiter à Paris, je suis allée voir une conférence sur la relation d'aide. Le terme m'a intriguée, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et là, ça a été un coup de cœur. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout en étant freudienne de formation, jungienne de cœur, ce que je faisais dans mon cabinet, c'était la relation d'aide. C'était ce que Carl Rogers a défini, la relation d'aide. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'appeler cette formation relation d'aide, parce qu'on va vraiment adopter la posture thérapeutique que préconise Carl Rogers, tout en allant voir plein d'auteurs que nous ne mettrons jamais en opposition, mais en complémentarité. Moi, je me souviens à la fac, quand j'ai parlé de Jung, eh bien, on m'a dit sortez. Je pouvais parler de Jung parce que j'étais dans une fac freudienne. Et ça m'avait profondément interpellée. Quand vous allez dans des congrès de psycho, vous êtes freudien, vous êtes jungien, vous êtes lacanien, vous êtes dans un courant. Et si vous croisez quelqu'un qui est d'un autre courant, vous lui tournez le dos. Vous faites comme si vous ne le connaissiez pas. Et ça, c'est très frappant parce qu'on est dans le domaine des sciences humaines. Donc l'idée globale, que l'on soit freudien, jungien, lacanien ou autre, c'est d'aider les personnes à comprendre leurs symptômes, à les dépasser, à aller mieux. Et en fait, on ne retrouve pas cette unité dans la psychologie. Donc du coup, dans cette formation en relation d'aide, on prend le contre-pied. On va vous présenter plein d'auteurs, plein de chemins thérapeutiques qui sont proposés par ces auteurs, sans les mettre en opposition, sans être dans la critique de leur méthodologie, de ce qu'ils nous proposent, mais au contraire en cherchant la complémentarité, la synergie, pour pouvoir travailler avec l'ensemble de ces auteurs et de leurs outils. Donc nous ne sommes ni freudiens, ni lacaniens, ni jungiens, nous sommes des thérapeutes un peu universels, humanistes, et notre posture, celle que nous allons vous transmettre, c'est celle de Carl Rogers. Alors Carl Rogers, peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui est très très connu dans l'univers de la psychologie, puisqu'il y a avant Rogers et après Rogers. C'est-à-dire qu'il va marquer un tournant dans l'histoire de la psychologie. L'histoire de la psychologie, vous le savez certainement, commence avec Papa Freud. Donc on a la fin du 19e, début du 20e.
il en a la paternité puisqu'il va parler d'inconscient et avant lui, cette notion n'existait pas. Et c'est ce qui va faire la scission entre la philosophie, qui elle s'occupe du conscient, et la psychologie, qui du coup, elle va s'occuper de l'inconscient. Quand il parle de l'inconscient, c'est un tollé général, parce que ça change complètement la perspective qu'on a de l'être humain. Jusque-là, l'être humain, c'était quelqu'un de très puissant, voilà, qui contrôlait tout. Il était capable de faire tout ce qu'il avait envie de faire, c'était un contrôlant. Et lui, il arrive et dit, pas du tout, l'être humain, c'est pas ça. L'être humain, c'est quelqu'un qui est contrôlé par une partie qu'il ne peut pas maîtriser, à laquelle il a à peine accès, qui s'appelle l'inconscient. Donc du coup, l'homme, paf, tombe d'un seul coup de son piédestal. C'est plus cet être surpuissant qui peut tout contrôler, c'est quelqu'un qui est contrôlé par une partie de lui-même qu'il ne maîtrise pas. Alors évidemment, on lui en a beaucoup voulu d'amener cette idée et de la démontrer, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'attaques et de personnes qui sont anti-freudiennes. Néanmoins, qu'on soit anti ou pour, peu importe, on ne peut pas ne pas donner la paternité de la psychologie à Freud parce qu'elle naît avec lui et elle naît en particulier avec cette notion d'inconscient. Freud va définir cette notion d'inconscient et il va définir comment travailler en psycho, donc dans la position psychanalytique. La posture psychanalytique, si je vous montre ce que c'est, vous avez donc un patient qui est allongé sur un divan. Le thérapeute, il est hors du champ visuel du patient, c'est très important. Le patient s'exprime, parle, et le thérapeute, contrairement à ce qu'on voit dans les films où il s'endort, il écoute normalement, et il rebondit sur des mots-clés. Donc le patient dit peut-être « papa ». Hop. Le thérapeute va reprendre « papa » pour que la personne puisse associer librement ce qui lui vient autour de papa. Donc il y a des souvenirs qui remontent, des scènes, etc. Et en tirant ce fil de l'association libre, eh bien, il va faire du sens, il va trouver des pièces du puzzle qui manquent dans son puzzle intérieur pour comprendre ses comportements actuels, ses difficultés, ses symptômes. Voilà. C'est la posture qu'on appelle la posture du divan. Donc pendant toute la première moitié du XXe siècle, on est dans cette posture du divan et Carl Rogers arrive et il dit, eh bien maintenant on va sortir de cette posture du divan, on va faire autrement, on va s'asseoir face à face. Donc déjà on n'est plus hors du champ du regard du thérapeute et puis on va dialoguer. Je ne vais pas juste rebondir sur certains mots, je vais vous poser des questions, je vais interagir avec vous et je vais le faire en étant avec vous sur un pied d'égalité. Je ne vais pas être la personne qui sait ce qui ne va pas dans votre tête, qui sait ce qui ne va pas dans votre vie, qui vous dit faites comme ci, pas comme ça. Non, je suis au même niveau que vous. Donc, même physiquement, je m'assois sur une chaise qui a la même hauteur que la vôtre, sur un fauteuil. Voilà, on est vraiment dans ce respect mutuel et cette égalité. Je suis juste un être humain qui se met au service d'un autre être humain à travers des outils comme l'écoute, comme l'étude de la psychopathologie, la communication, des outils concrets de thérapie. Sur un plan égalitaire. Et en fait, quand j'ai assisté à cette conférence et que j'ai entendu ça, et je me suis dit, mais moi, dans ma pratique de cabinet, c'est exactement ce que je vis. J'essaye toujours de me mettre à la place de la personne, de l'écouter, de la comprendre, de comprendre son point de vue en me défocalisant du mien. Finalement, sans le savoir, depuis plusieurs années, je pratique la relation d'aide. Et c'est vrai que cette conférence a vraiment été fondamentale pour moi, puisqu'elle a complètement changé ma pratique. Je suis sortie du cadre freudien pour me diriger vers une pratique de relation d'aide. Donc c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 30 ans. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir se centrer sur la personne au lieu de se centrer sur soi et sur son savoir. Voilà. Cette pratique de la relation d'aide m'a amené aussi à m'interroger sur ma pratique en tant qu'institutrice à l'époque, en me disant je vais essayer de faire la même chose au niveau pédagogique. Au lieu de me centrer sur ma leçon, ce que j'ai à transmettre, d'accord, une règle de grammaire par exemple ou d'orthographe, je vais me centrer sur l'enfant, sur son besoin, ce qu'il arrive à comprendre ou à ne pas comprendre. Et s'il n'arrive pas à comprendre, je ne vais pas me dire mais il faut absolument qu'il apprenne cette règle, je vais me dire quel est son besoin auquel je vais pouvoir répondre pour qu'il puisse comprendre et apprendre cette règle. Et ceci est très important parce que finalement, c'est ce que vous allez retrouver au niveau pédagogique à Cassiopée. Nous travaillons avec une pédagogie qui s'appelle la dynagogie, pédagogie canadienne. Dynagogie, ça veut dire pédagogie dynamique. Donc dynamique, c'est-à-dire qu'on va bouger.
va beaucoup bouger, on va changer de place, on va faire des petits groupes, on va interagir, on va avoir beaucoup de temps de questions-réponses, de jeux pédagogiques. Cette dynagogie, vous la retrouvez dans toutes les formations Cassiopée, puisque tous nos formateurs sont formés à cette dynagogie, cette approche. Et elle est complètement rogerienne, en fait. Vous entendrez parler, même si vous faites d'autres cursus que la relation d'aide, de cette posture que nous invite à prendre Carl Rogers, parce que dans la pédagogie, vous la retrouvez. Pourquoi j'ai voulu impulser cette relation d'aide comme ça au niveau pédagogique? Parce que c'était évident pour moi, en faisant le pont entre la psychologie, l'approche psychologique et l'approche plus pédagogique, que c'était ce qui était le plus naturel, le plus fluide et le plus aidant pour les apprenants. Comme je suis directrice pédagogique à Cassiopée, c'est mon rôle aussi d'impulser cela. Au fur et à mesure que Cassiopée a grandi, avec Olivier, on s'est un peu spécialisé, lui plutôt en gestion comptabilité, et moi plutôt dans le côté communication et ressources humaines et pédagogie. Voilà. Nous pilotons ensemble, hein, mais on a dû, en grandissant, prendre des spécialités et apprendre différents métiers, puisqu'à la base, nous sommes thérapeutes tous les deux. Et diriger une structure, ça demande de développer des compétences, d'apprendre plein de choses, et donc on a un petit peu divisé cet apprentissage. Aujourd'hui, si je finis ma présentation et je reviens à Rogers derrière, je co-dirige donc Cassiopée avec Olivier. Je dirige aussi une école Montessori, pas très loin de Cassiopée. Nous avons 5 enfants, un chien, un chat, donc une vie bien occupée. Et je pense qu'on essaye dans notre quotidien au maximum d'incarner cette relation d'aide. Alors, ça fait un petit moment que je vous en parle, et qu'est-ce que c'est? Vous allez voir sur ce PowerPoint des petites images comme ceci, des pictos. J'ai écrit un article sur la relation d'aide et on a une stagiaire, Jessica Morin, qui aimait beaucoup faire des illustrations, c'est son métier, qui a voulu mettre cet article en images. C'est donc grâce à elle que vous allez pouvoir voir ce PowerPoint. Alors elle a fait une première image super intéressante où on a vraiment la représentation symbolique de ce qu'est la relation d'aide. Si on regarde ensemble, vous voyez ici une personne. Elle ne va pas très bien. Elle est grise au niveau de la couleur. Donc elle est triste, il y a quelque chose qui est pesant pour elle. Elle pleure. Elle exprime des émotions. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle utilise comme médium pour exprimer tout ça? On a ici dans la bulle, eh bien, elle utilise les mots. Donc on est dans une thérapie verbale où on va passer par les mots pour échanger, mais où l'on tiendra compte aussi, et on fera une grande partie du travail sur les émotions. On n'est pas que dans le verbe, on n'est pas que dans la compréhension, on est aussi dans, on vous donne la possibilité en relation d'aide d'exprimer vos émotions, d'avoir des remontées émotionnelles, d'analyser vos émotions. Donc on définit bien le cadre. Et puis en face, vous avez un petit bonhomme coloré ici, petite figurine. Si on regarde cette figurine, elle a les yeux grands ouverts. Elle est souriante. Elle est colorée. Et c'est la représentation parfaite des praticiens en relation d'aide. Carl Rogers nous dit, comment voulez-vous que votre patient aille mieux si vous n'êtes pas positif? Si vous ne le regardez pas comme quelqu'un qui a toutes les capacités en lui pour aller mieux. Donc votre regard, c'est 50% du travail thérapeutique. Votre attitude hors outils. Là, on n'est pas dans les outils, on est dans l'attitude. Elle représente 50% du processus thérapeutique. D'où cette invitation. Pour Carl Rogers, pour être dans la relation d'aide, il faut être dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance, dans l'intérêt porté à l'autre, avec cette ouverture. Je suis là pour vous, c'est ce qu'on est en train de dire, et surtout dans ce regard positif qui va faire que la personne va pouvoir commencer à se dire « Ah oui, peut-être que je suis capable de... D'accord, j'ai pas confiance en moi, ok. Mais elle, quand elle me regarde, lui, me donne confiance. Voilà, je sens que je vais pouvoir construire cette confiance avec cette personne, ce thérapeute, parce que déjà dans son attitude, dans son langage, dans son regard, je sens cela. Et donc du coup, il me fait sentir que je suis capable d'aller le chercher, de développer en moi. Vous voyez, la relation d'aide, c'est avant tout une posture thérapeutique. C'est avant tout du savoir-être.
avant d'aller sur le savoir-faire. C'est pour cela que pendant la formation, on va beaucoup vous mettre en situation. Voilà. On ne fera rien au niveau théorique qui ne soit pas, excusez-moi, tout de suite derrière appliqué au niveau pratique. Parce qu'il va falloir qu'on développe 50% de savoir-être pour arriver dans cette posture thérapeutique et 50% de savoir-faire. On est vraiment à égalité. Donc oui, on va développer des compétences et des capacités humaines pour vous aider à être dans cette posture. Cette relation d'aide, aujourd'hui, si je reviens ici au terme, on en entend beaucoup parler. Mais tout le monde fait de la relation d'aide. Mais est-ce qu'on se réfère à Carl Rogers ou pas? On va voir, pas toujours. C'est devenu un terme générique. Alors qu'en fait, c'est, comme je vous le disais, un grand tournant dans la psychologie, puisqu'on quitte la posture du papa, de Freud, la posture du divan, pour aller dans une posture 2 à 2, où on est vraiment dans la relation. Et si vous regardez tous les courants psychologiques qui sont nés après Carl Rogers, là on est dans les années 60, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les courants modernes, le MDR, la thérapie comportementale cognitive, etc., vont adopter la posture rogerienne. Ils sont tous en face à face, ils sont tous dans le dialogue, quels que soient les outils utilisés. Donc c'est pour ça que le terme relation d'aide dans le domaine de la psychologie est très connu. Pas forcément au niveau de tout venant, qui va dire mais quelle est la différence entre un praticien en relation d'aide et un psychothérapeute, ou un psychologue, ou un psychiatre? Monsieur tout le monde va se poser cette question. Mais les professionnels de la psychologie, quand on dit relation d'aide, ils font tout de suite le lien relation d'aide, Carl Rogers. Carl Rogers, voilà, la relation, l'empathie, tout ce que l'on va voir un petit peu plus loin. Hein? Si je fais une petite parenthèse pour expliciter ce point, le psychologue, il a donc un Bac+5, avec une spécialité psychopathologie ou psychologie clinique pour pouvoir s'occuper des patients. Il fait passer des tests, des QI, des tests de personnalité, etc. Ce que ne peut pas faire un praticien en relation d'aide. Tout ce qui est testing est réservé aux psychologues. Il faut avoir une carte de psychologue pour pouvoir les acheter, ces mallettes de QI ou autres. On ne peut pas le faire en étant praticien en relation d'aide. Le psychiatre, lui, il est médecin. Il a fait Bac+8, plus 4 années de spécialité en psychiatrie avec des stages. Et lui, il est plutôt dans le diagnostic et la méditation. La médication, pardon. Il y en a qui font de la méditation, mais pas tous. Il y a des psychiatres qui sont en même temps psychothérapeutes. C'est-à-dire qu'au-delà de donner une médication, ils vont également proposer une thérapie avec une orientation lambda. Mais ce n'est pas la majorité. À côté de cela, vous avez les psychothérapeutes. Jusqu'en 2013, le terme était libre de droit, donc on pouvait dire qu'on était psychothérapeute. Aujourd'hui, on ne le peut pas, c'est un terme qui est protégé. Il y a un amendement, l'amendement Accoyer, qui est passé et qui fait que pour être psychothérapeute, il faut être soit psychologue, soit psychiatre, soit médecin, soit psychanalyste et suivre un certain nombre d'heures de formation complémentaire dans des organismes spécialisés pour pouvoir prétendre à ce titre. Les anciens psychothérapeutes qui utilisaient ce terme libre de droit, qui sont nombreux, 33 000 en France, donc ce n'est pas un épiphénomène, eh bien, étaient des personnes qui s'étaient formées ou pas au métier de la thérapie et de la psychologie et qui exerçaient librement. Nous sommes dans les professions non réglementées, ce qu'on appelle les NR, ce qui veut dire qu'on n'a pas de conseil de l'ordre au-dessus de nous, il n'y a pas de conseil de l'ordre des praticiens en relation d'aide, alors qu'il y a un conseil de l'ordre des médecins, des kinés, des sages-femmes. Donc nous n'avons pas une pratique encadrée et nous n'avons pas non plus nécessité, pour pouvoir utiliser ce terme, malheureusement, de faire des études ou des formations. Vous pouvez très bien décider que vous avez une très bonne écoute, que tous vos amis se confient à vous, que tous vos collègues viennent vous voir, vous êtes le bureau des lamentations, et que du coup, vous êtes fait pour aider les autres et dire « je suis praticien en relation d'aide ». C'est possible. C'est possible jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, vous appelez l'URSSAF, vous vous déclarez, c'est parti pour vous. Mais par contre, vous allez avoir un problème pour pouvoir exercer d'une façon professionnelle, puisque vous ne vous serez pas fait bloquer par l'URSSAF, mais vous allez vous faire bloquer par les assureurs. Eux font le tri. Ils n'assurent que des personnes qui ont des certifications et pour
faire le tri entre ces certifications, ils ont fait des audits des écoles de formation et ils ont sélectionné celles qu'ils pensaient être suffisamment fiables en termes de contenu, en termes de vérification des connaissances, pour pouvoir se dire, ok, on assure les personnes qui sortent de ces écoles. Voilà. Donc ça va se jouer à ce niveau-là. Vous pouvez, avec la certification Cassiope, prétendre à vous assurer chez les 2 assureurs qui assurent nos métiers, tout en étant dans une profession non réglementée. Et donc du coup, quelle est la différence entre le praticien en relation d'aide et le psychothérapeute? On fait exactement le même métier. Il n'y a pas de différence terrain. Après, ce qui va différencier les psychothérapeutes des praticiens en relation d'aide, ce sont les outils qu'ils vont utiliser et les auteurs avec lesquels ils travaillent. C'est tout. Par rapport aux psychologues, la différence, c'est qu'on ne fait pas de tests de personnalité, etc. Et par rapport aux psychiatres, la différence, c'est que nous ne pouvons pas diagnostiquer une maladie, parce que nous ne sommes pas formés pour, et nous ne pouvons pas non plus médiquer ou toucher aux médications. Voilà, donc on est dans le champ de la psychologie, aux côtés de ces différents métiers. Et nous avons toute notre place, parce que si nous regardons la définition de la relation d'aide maintenant, telle que Carl Rogers l'a donnée, on a le mot aide, qui veut dire appui, recours en faveur d'une personne qui se trouve en difficulté. Donc le champ d'application de la relation d'aide, il est très vaste. La relation d'aide, elle va aider toutes les personnes qui se trouvent en difficulté. On sort du coup du champ de la psychopathologie, comme va le faire le psychologue qui va plus s'occuper des problèmes de dépression, phobie, troubles bipolaires ou autres. On peut avoir une difficulté d'ordre familial, existentiel, se poser plein de questions, qui suis-je, où vais-je, etc. Pour autant, on n'a pas forcément envie d'aller voir un psy quelconque. Mais on va pouvoir venir voir un praticien en relation d'aide parce que lui, il est là, comme on le voit sur l'image, pour vous tendre la main et vous permettre de comprendre l'origine de cette difficulté et de surmonter l'obstacle. Donc nous sommes les spécialistes des personnes en difficulté. Parfois même on peut dire, mais on appelle des assistantes sociales. Il y a des moments où les difficultés de la personne sont des difficultés très concrètes. Je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas... Voilà. Et on va aller faire des démarches effectivement pour trouver avec elle à qui elle peut s'adresser, quel travailleur social, quel... Vous voyez, on est vraiment dans l'idée, je suis à vos côtés. Je suis à côté de vous, je suis avec vous, et que votre difficulté se traduise par un symptôme, je n'arrive pas à dormir, j'ai des crises d'angoisse, je fais de la boulimie, peu importe, ou par je cogite, j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à prendre de décision, je me demande ce que je dois faire. Tout cela, c'est du champ de la difficulté. Et donc, c'est un champ très vaste que l'application de la relation d'aide, bien au-delà de la simple pathologie. On peut avoir en relation d'aide des personnes qui viennent en disant écoutez, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas où j'en suis, je suis sur un rond-point, je tourne là depuis 5 ans, aidez-moi. Ok, ça fait partie des demandes classiques que nous avons en relation d'aide. D'accord ? Je ne sais pas si je veux exprimer ma sexualité avec un homme, avec une femme, avec les deux. Pareil, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre un petit peu au clair tout ça ? Et donc là, on n'est pas spécifiquement sur des symptômes, mais on est sur une difficulté et on aide la personne à la surmonter. C'est typique de la relation d'aide. Aide à l'autre. Donc relation, c'est vrai que Carl Rogers insiste beaucoup là-dessus. Ce qui va permettre ce processus thérapeutique, ça va être le lien. Le lien. Il faut qu'il y ait une relation de confiance forte entre le praticien en relation d'aide et le patient. On va beaucoup travailler cela dès le départ et la seule difficulté, enfin pas la seule, mais la difficulté majeure que l'on rencontre à ce niveau-là, c'est l'ego. Vouloir aider l'autre, c'est bien, mais il faut savoir aussi rester à sa place. On ne va pas prendre ces problématiques et partir avec, comme un Sherpa qui les met sur son dos et qui commence à couler. Vous imaginez, vous voyez 15 personnes dans la journée et vous prenez toutes les difficultés, tout le monde sur le dos. Au bout de 6 mois, vous êtes en dépression. D'accord ? Au bout d'1 an, vous déclenchez un cancer. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas exercer la relation d'aide comme cela. Trop dangereux. Du coup, ce qui va permettre de ne pas porter, mais que la personne sente qu'on la comprend et qu'on est à même de l'aider, c'est ce lien.
d'avoir ce lien entre elle et vous, et du coup la personne, elle sent que vous vous intéressez fondamentalement à elle, que ce que vous voulez, c'est l'aider, hein, sans faire à sa place, en lui laissant son autonomie. La ligne frontière, elle est là. Donc la définition qu'il nous donne, très simple, la relation d'aide, c'est avant tout une relation de confiance. Très jolie image de Jessica, on est la main dans la main, même si physiquement on ne va pas le faire, mais symboliquement on travaille la main dans la main avec notre patient, lui permettant ainsi de s'exprimer. Donc on a dit qu'on était dans le verbe, s'exprimer verbalement et émotionnellement, de comprendre son vécu, parce que souvent il a cette demande, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment je pourrais comprendre tout cela, en améliorant ainsi ses rapports à lui-même, la connaissance de soi, voir comment on fonctionne et on dysfonctionne, pouvoir réguler, et également, du coup, ses rapports aux autres, puisque cette relation de confiance va me permettre d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance dans les autres. C'est la base du travail. D'où le fait qu'il faut développer du savoir-être avant de développer du savoir-faire. Si on regarde maintenant quelles sont les attitudes que Carl Rogers nous invite à développer pour pouvoir devenir un bon praticien en relation d'aide, voire un excellent, le premier c'est la présence. On dirait la présence, c'est évident, je suis en train d'écouter, donc je suis présent. Pas tant que ça. On est présent tant qu'on n'est pas préoccupé, fatigué, malade. À partir du moment où soi-même on ne va pas très bien, notre esprit va s'évader et on va penser à d'autres choses. On va avoir du mal à rester présent. Donc on va vous donner tout de suite, dès le début de la formation, en première année, des exercices spécifiques pour pouvoir revenir à la présence, vous recentrer lorsque vous êtes préoccupé ou inquiet ou dans une émotion négative, pouvoir revenir à de l'apaisement mental, à une émotion plus positive. Tout cela va être travaillé, et puis dans cette présence aussi, il y a la problématique du transfert, c'est que le patient transfère sur nous, on devient son père, sa mère, son patron, toutes les personnes avec lesquelles il a des difficultés, et il faut pouvoir rester présent tout en gérant cette réponse et en dissociant. Je peux être votre père transitoirement, parce que c'est nécessaire, par exemple pour vous, pour comprendre votre relation à votre père, mais je ne le suis pas, il faut que je me dissocie de ce père. Donc la part des choses entre moi, ce rôle que vous m'attribuez, vous, ce que vous me projetez, qui est projeté sur votre père et pas sur moi en tant qu'individu, sinon je peux mal le prendre ou mal le vivre. Tout ça, ça va se travailler avec cette fameuse présence. Donc on fait des exercices autour de ce thème tout le temps. Toute la première année, toute la deuxième année, c'est vraiment extrêmement important. L'écoute, alors l'écoute, comme c'est un très grand thème, puisqu'on entend les mots et on regarde ce que nous exprime la personne, on l'a divisé en deux. On a l'écoute verbale d'un côté. Donc en première année, on va vraiment développer cette capacité avec des cours de communication à écouter. Et en deuxième année, on va plutôt se focaliser sur l'écoute non verbale. Ce qui fait qu'au bout des 2 ans, vous avez la capacité d'écouter, d'entendre, de décrypter à la fois le verbal et le non-verbal, ce qui sera absolument nécessaire. Cette écoute, elle est attentive et neutre. Alors là aussi, neutre, vous le savez, quand on entend quelque chose, tout de suite, on a notre grand juge intérieur qui s'active et qui est parti. On va apprendre à neutraliser ce grand juge intérieur, c'est-à-dire à pouvoir écouter ce que dit la personne. Alors dans notre tête, il va s'activer parce que c'est un mec hyperactif de service, vous le savez, notre grand juge intérieur. Donc vous allez entendre ce mouvement de jugement, mais n'importe quoi ce qu'elle raconte. D'accord ? J'ai entendu ça. Cette mécanique mentale, je ne peux pas la stopper. Par contre, pour pouvoir rester dans la neutralité, je vais apprendre à me mettre en amont de cette mécanique pour laisser mon grand juge intérieur pestiférer, ça va pas, voilà. Mais je reste neutre. Je ne juge pas ce que dit la personne. Je ne suis pas là pour la juger, je ne suis pas là pour lui faire des leçons de morale ou lui dire ça c'est bien, c'est pas bien. Non. J'accueille ce qu'elle me dit. Pour cela, ça me demande de travailler sur moi pour neutraliser ma réactivité naturelle, mon grand juge intérieur. Donc là aussi, ça demande de la pratique et ça me permettra, si je suis attentif et neutre, d'avoir une bonne compréhension du patient et donc de pouvoir lui proposer des outils qui sont adaptés pour qu'il puisse surmonter son obstacle ou ses obstacles, ses difficultés. Il y a une
attitude que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, les médias n'arrêtent pas d'en parler, elle vient de Carl Rogers, c'est lui qui en a la paternité, l'empathie. À l'empathie, en général, on dit moi je sais, c'est se mettre à la place de l'autre. Non. Ça, ce n'est que la première partie de la définition. En fait, l'empathie, c'est un double mouvement. Donc, si je vous le fais physiquement, pour le symboliser, je me mets à la place du patient. Donc, je viens là, je me mets à sa place, je prends sa paire de lunettes, je prends son costume, pour sentir et comprendre ce qu'il ressent. Voilà. C'est le premier mouvement. Mais je ne reste pas à la place du patient, et on a dit, je ne fais pas le Sherpa, je ne prends pas tous ses problèmes sur mon dos. Donc, je ne peux pas rester ici. Je vais partir en ayant la focale, en ayant compris ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, comment il le ressent, pour revenir ici. Et voici mon double mouvement, à ma place de thérapeute, et avec tous ces éléments informatifs que j'ai pu recueillir, et bien me dire, voilà, qu'est-ce que je peux lui proposer dans ma mallette, avec tous mes auteurs, tous mes chemins thérapeutiques que j'ai appris, qu'est-ce qui est adapté. Donc l'empathie me permet vraiment d'être au plus juste avec l'autre, puisque je fais cet effort de me mettre à sa place en neutralisant mon propre vécu, ma propre vie, mon jugement. Voilà. Ça demande de l'humilité et du travail sur soi. Et de ne pas venir amalgamer, mélanger mon vécu, mon ressenti, ma façon d'être avec celle de l'autre. Voilà. Je suis à côté de lui. Le quatrième point dans ces attitudes de base, c'est l'exploration. Très jolie image qu'a fait Jessica. Vous voyez, elle prend hop, le bras et avec un éclairage, je vais aider. Et cet éclairage, il est particulier, ce sont des clés. C'est une clé qui éclaire. Et c'est exactement cela. Nous, notre travail consiste à trouver la bonne clé, les bonnes clés, qui vont permettre à la personne de comprendre ces dysfonctionnements, de les pointer. Voilà, comme je pointe là sur le mot exploration, pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir se mettre en action pour y remédier. Comprendre, ce n'est que le premier niveau. Souvent, les gens vous disent « Ah oui, moi je suis comme ça à cause de ma mère. » Ok, et qu'est-ce que j'en fais? Donc ça voudrait dire que par un processus d'exploration, j'ai travaillé et j'ai compris, j'ai fait un lien entre un problème que je peux avoir et ma mère. Mais une fois que je suis là, ça n'est pas suffisant. Le problème ne s'arrête pas pour autant. Donc il faut passer à l'étape suivante, la remédiation. L'exploration permet d'éclairer, permet de comprendre. Mais après, il faut se mettre en action. Si ce problème vient de ma mère, ok, maintenant la remédiation consistera à trouver les outils, les chemins pour pouvoir régler cette problématique avec ma mère et sortir du mal-être ou des symptômes que ça génère. Donc les parties 4 et 5 se suivent. Dans l'exploration, eh bien, justement, pour pouvoir identifier mes dysfonctionnements, je vais faire appel à des auteurs. Freud, Jung, Eric Berne, Émile Coué, etc., Hammer, tout un tas d'auteurs que l'on va vous présenter, que vous allez étudier sur 2 ans. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va étudier la théorie à chaque fois de façon assez succincte, parce que l'idée, c'est de vous donner surtout les outils, les fameuses clés éclairantes que chacun de ces grands noms de la psychologie nous a léguées, et vous permettre de les transmettre à votre patient pour qu'il puisse remédier à la difficulté. Donc, on fait bien sûr de la théorie. Par exemple, sur le premier week-end en première année, où on parle forcément de papa, eh bien, je vous fais une introduction à la théorie freudienne. C'est une introduction. Avec cette introduction, vous pouvez lire les grands classiques de Freud. Si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, mais les personnes qui aiment bien lire, vous pourrez le faire. Et vous aurez compris la quintessence de l'œuvre freudienne. Mais ce qui nous intéresse tout de suite derrière, c'est de voir quels sont les outils que nous a légué Freud. Il nous a légué un outil qui s'appelle l'interprétation des rêves. Donc tout de suite derrière, dans ce même week-end, on va prendre en main cet outil. L'interprétation des rêves, je fais de l'interprétation des rêves en live avec vous, comme on le ferait en cabinet, pour appliquer la méthodologie. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, on va se revoir au stage numéro 3, et là, c'est vous qui appliquerez cette méthodologie. Donc l'idée, c'est de connaître les auteurs,
leur œuvre en synthèse, les outils et surtout de prendre en main ces outils. C'est pour ça qu'on vous demandera tout le temps de pratiquer. Sur un temps de formation, vous avez 50% de temps passé en théorie et 50% en pratique. Parce qu'il s'agit d'apprendre un métier. Lire Freud, vous pouvez le faire tout seul. Appliquer les outils freudiens, ça nécessite de les comprendre et de vous entraîner pour savoir les utiliser. C'est ce que l'on va vous proposer de vivre ici en live avec nous, à chaque fois que nous nous voyons. J'ai cité Freud, mais c'est vrai pour tous les auteurs que vous verrez pendant la formation. Finalement, je passe cette partie pour arriver à la conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux praticien en relation d'aide? Un résumé qui est ici, que je vais vous commenter. Le praticien en relation d'aide, de par son écoute attentive et neutre, nous avons parlé de cette neutralité. Sa formation, il a besoin de connaissances, il a besoin de savoir comment fonctionne l'être humain, les mécanismes de base de la psyché, de connaître la psychopathologie. Vous avez vu dans le programme, il y a les structures de personnalité, les névroses, les psychoses. Il a besoin aussi de savoir communiquer, d'être un bon écoutant. Donc, voilà, il a besoin de tout cela, donc il a besoin de se former, même si à la base, déjà, tous ses amis viennent lui parler. Tant mieux, c'est une bonne base, mais elle n'est pas suffisante pour devenir un professionnel de la relation d'aide. Sa personnalité. Si vous avez une personnalité plutôt négative, à voir le verre à moitié vide et à être en mode schtroumpf grognon, il va falloir changer pour pouvoir être praticien en relation d'aide. Je vous renvoie à l'image de départ, quelqu'un qui est positif, qui a un regard positif, parce que c'est 50% du travail thérapeutique hors outil. Donc la personnalité va être effectivement très importante. Peu importe que vous soyez introverti ou extraverti, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est comment je peux me focaliser ou pas positivement à l'intérieur de moi pour être positif vis-à-vis de l'autre. Parfois, sincèrement, on voit arriver des personnes dans notre cabinet, on se dit, mais mon Dieu, avec tout ce qu'elle a vécu, comment elle peut encore tenir debout, cette personne? Elle est tellement fracassée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle? Et c'est là qu'on se reconnecte au positif, en se disant, si on regarde les grandes catastrophes qu'il y a eu, qui ont eu lieu tout au long de l'histoire, l'humanité s'est toujours relevée, a toujours trouvé les ressources pour continuer à cheminer. Eh bien, du coup, on sait qu'intrinsèquement, nous sommes quand même très forts, nous sommes résilients, nous sommes capables d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes des capacités insoupçonnées pour surmonter des obstacles. Si nous avons conscience de cela, eh bien, même si notre patient il est fracassé et qu'au début on dit « Oh là là là, comment je vais faire? Je ne sais même pas si j'ai des outils pour l'accompagner, cette personne. Je ne sais même pas comment elle tient debout. » Je pose la question. Ce doute va vite passer parce que vous allez revenir à cette posture fondamentale. J'ai confiance dans ses capacités. Je sais, si cette personne est là, malgré tous ses traumatismes, ses fractures et tout, je sais qu'elle est capable de se relever. À moi, par mon regard, mon attitude, de lui redonner cette impulsion pour qu'elle le sente elle-même, à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle déclenche toutes ses capacités qu'elle a à surmonter les obstacles. Donc la personnalité sera importante. Sa présence, on est en face à face, il faut que la personne sente qu'on est avec elle, il faut qu'on instaure une relation de confiance, il faut que la présence soit forte. Sa disponibilité. Alors c'est vrai que nous sommes dans des métiers où, parfois vous êtes en vacances, mais vous dites à vos patients, si ça ne va pas, vous m'appelez. Il faut garder de la disponibilité. On a des plages d'urgence aussi. On a nos rendez-vous qui sont pris, et puis la personne qui va vraiment pas bien, elle ne peut pas forcément attendre 15 jours pour le rendez-vous suivant. Donc il faut de la disponibilité. Pas H24 non plus, mais il faut que la personne, quand elle est dans des moments de creux, de bas, où elle risque de dévisser, qu'elle sache qu'elle peut faire appel à vous. C'est très important pour elle. De la clarté personnelle. La clarté, c'est je suis claire sur mon rôle. Je suis praticien en relation d'aide. Je suis là pour vous aider, vous accompagner, sans faire à votre place, et je reste bien à ma place. Pour ça, il faut que je sois claire et que je définisse moi-même ma pratique de la relation d'aide dans une position juste qu'on va apprendre à développer au long de ces 2 ans. Alors si on a tout ça, l'écoute, la formation, la personnalité, la présence, la disponibilité et la clarté, on va permettre aux patients de cheminer
vers une meilleure connaissance de ces mécanismes psychologiques. C'est la première proposition de la relation d'aide. Connais-toi toi-même. Apprends à te connaître pour comprendre ce qui ne va pas et pouvoir aller mieux. En respectant ces blocages, souvent on a du mal à se voir tel qu'on est. Donc souvent ça bloque dans le processus thérapeutique. La personne ne veut pas voir cet aspect sombre, cet aspect qu'elle perçoit comme négatif. Donc il faut que l'on puisse respecter ce blocage, le temps de digestion. Son rythme, il y a des personnes qui travaillent vite, d'autres lentement. Carl Rogers nous dit que c'est toujours au praticien de s'adapter au patient et non pas l'inverse. Donc s'il est rapide au niveau du rythme, on va plus le nourrir, lui donner plus d'outils, accélérer notre débit verbal. S'il est plus lent, on va ralentir, on va prendre notre temps, on va faire des séances moins chargées. C'est à nous de nous adapter. Et en respectant aussi sa capacité à entendre, on ne peut pas lui asséner comme ça des vérités ou des choses qui nous paraissent évidentes de l'extérieur s'il n'est pas prêt, parce que sinon il va se sentir blessé, bousculé et il va se fermer comme une huître et ça, il va se mettre en protection et là on ne peut plus travailler puisqu'il n'y a plus de relation de confiance. Le thérapeute prend en compte le sujet dans sa globalité physique, psychologique et sociale. Du coup on peut traiter des problématiques dans ces trois champs. Il doit être extrêmement clair quant au processus thérapeutique qu'il propose à son patient. Ceci en totale absence d'autoritarisme et de prise de pouvoir sur l'autre. Nous sommes dans une relation égalitaire. C'est la base. L'idée est d'autonomiser le patient. L'autonomiser, ça on le voit très clairement en relation d'aide, puisque si on prend le référentiel qui est la psychanalyse, on ne reviendra pas. La psychanalyse, on va être à 2-3 séances par semaine pendant plusieurs années. En relation d'aide, on voit nos patients une fois tous les 15 jours, voire tous les 3 semaines. Sauf s'il est dans une situation très, très compliquée et qu'il a besoin à un moment qu'on rapproche. Mais en vitesse de croisière, on est à 15 jours, 3 semaines. Et la particularité, justement parce qu'on vise à ce qu'il soit autonome, c'est qu'entre chaque séance, on lui donne des choses à faire. Donc on est sur une méthode dite participative. On conclut une séance en relation d'aide en disant, voilà, pour la prochaine fois, je vous invite à faire un exercice, faire une lecture, faire une pratique physique, peu importe. Mais rester dans le mouvement de la séance, en fait, pour préparer la séance suivante. Donc oui, il y a un temps assez long entre deux séances, mais c'est pour pouvoir digérer ce qui s'est passé, pour pouvoir préparer la suivante et pour pouvoir ne pas se mettre en dépendance sur le thérapeute. L'autonomie est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'il ira mieux, et bien voilà ce qui va se passer. L'idée est d'autonomiser le patient afin qu'il puisse, lorsqu'il se sentira prêt, toujours à son rythme à lui, cheminer seul, en toute sérénité intérieure. Soit un enfant que vous élevez, vous l'accompagnez pendant des années au niveau éducatif, pour un jour le voir voler de ses propres ailes. Et comme le parent s'y prépare intérieurement, le thérapeute en relation d'aide aussi, et il vise vraiment à aider ce patient à prendre son envol, à quitter le nid de la thérapie quand il sera temps, quand ce sera OK pour lui, qu'il sera suffisamment stable intérieurement, mais avec cette idée dès le départ de l'autonomiser pour qu'il puisse y arriver à un moment donné ou à un autre de son parcours. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose pour arriver à prendre en main toutes ces attitudes de base, les outils, les auteurs? Une première année où on se voit régulièrement, avec des temps de formation, 5 temps de formation de 3 jours, et puis un temps plus long à la fin, de 5 jours. Il est plus long parce que c'est le moment où on fait toutes les évaluations de fin de formation avec vous, évaluation théorique, évaluation pratique, en sachant que vous avez un entraînement aux évaluations pratiques. Donc quand vous arrivez à cette partie-là, depuis le stage numéro 2, vous êtes en train de vous entraîner. Donc il n'y a pas de surprise. Il y a même une répétition générale des évaluations finales au stage numéro 4. Donc on vous met exactement dans les mêmes conditions pour que le jour J, vous ne soyez pas surpris, vous ne soyez pas surstressé, vous puissiez être fluide. Voilà. On finit cette première année donc sur ce stage de 5 jours et ensuite en deuxième année, eh bien, on va se retrouver sur un grand groupe plus nombreux. En première année, vous êtes 28 et en deuxième année, on a 2 fois 28 qui montent, donc un grand groupe avec un travail qui va se faire différemment au niveau pédagogique, plus de travail en petits groupes, en sous-commission,
vous vous répartissez sur tout l'espace. On a la chance d'avoir beaucoup de place et beaucoup de salles. Donc, vous n'êtes pas les uns sur les autres, mais la pédagogie est un petit peu différente. À la fin de la deuxième année, vous avez également des évaluations théoriques et pratiques. Pareil, vous y êtes entraîné. Pendant ces 2 années, il y a vraiment un continuum pédagogique, puisqu'en première année, on va surtout ouvrir tous les champs que vous avez besoin d'explorer pour devenir praticien en relation d'aide. La présence, l'écoute, la psychopathologie, Freud, Jung, Eric Berne, on commence à tout ouvrir, c'est un grand chantier. Mais on ne finit d'étudier tout cela qu'en deuxième année. Donc si vous voulez faire cette formation, il faut partir pour 2 ans. Si vous arrêtez en fin de première année, vous ne pouvez pas exercer, parce que tous les champs disciplinaires sont ouverts, mais aucun n'est complet. Là, contrairement à d'autres formations chez nous qui peuvent se faire sur 1 an, là, on part sur les 2 années complètes. Voilà, ici vous avez la répartition. Donc, sur cette première année, les 17 jours de formation, vous avez également des modules théoriques. Les 2 premiers, vous les recevez chez vous à l'inscription. Les autres, on vous les donne au fur et à mesure que l'on se voit ici à Cassiopée. Dans ces modules, vous avez des compléments thématiques par rapport à ce qui est vu en cours, en live, et vous avez un devoir à réaliser. Ces devoirs ne sont pas à rendre au cours de la première année. Vous avez 2 ans pour les faire et nous les envoyer, et il n'y a pas de rythme imposé. C'est la partie que vous faites en autonomie. Et puis, vous avez un stage pratique à réaliser où on va vous demander de suivre des personnes en mettant en œuvre justement tous ces outils que vous aurez appris, l'interprétation des rêves, les états d'humeur, etc., pour prendre en main ces outils. Le stage pratique est très très important parce que c'est lorsque vous transmettez un outil que vous vous rendez compte si vous l'avez compris ou pas. Et si vous n'avez pas compris, eh bien c'est très simple. Comme on se revoit régulièrement, vous nous posez des questions en cours, il y a toujours des temps de questions-réponses, ou vous nous envoyez des mails. Sur la partie pratique, c'est vraiment ici que vous allez apprendre le métier. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur les parties théoriques, bien sûr. Mais voilà. Un nombre total d'heures, 315. Vous avez en fin de première année une attestation. Et puis en deuxième année, vous avez les 15 jours dont on a parlé tout à l'heure. Ils ne sont pas répartis de la même manière. On fait 3 fois 5 jours. Et entre ces temps de 5 jours, vous avez du travail à préparer, à faire. Par contre, vous n'avez plus de devoirs à rendre, si ce n'est ceux qu'on vous a remis en première année et que vous pouvez continuer à faire. On continue bien sûr avec le stage pratique. Vous avez une spécialisation à choisir en plus de ces 15 jours. Des spécialisations, il y en a pas mal. Vous les choisissez en fonction de l'orientation que vous voulez donner. Quel public je veux accompagner, dans quel domaine je veux travailler, qu'est-ce qui m'intéresserait en plus, en complément de cette formation généraliste. Et donc, c'est vraiment un choix personnel par rapport à votre projet d'installation et les domaines dans lesquels vous souhaitez intervenir. Il faut au minimum en spécialisation 5 jours. Alors, il y a des formations qui, à elles toutes seules, font déjà 5 jours. Il y en a qui sont plus courtes, comme l'accompagnement du deuil par exemple, et du coup, il faut compléter par une deuxième formation pour arriver à ce total minimal de 5 jours. Vous avez un stage imposé qui s'appelle les clés du changement. Dans les clés du changement, on va travailler des parties très très importantes du programme qu'on n'a pas le temps de voir ni en première ni en deuxième année, l'identité et les croyances, comment transformer les croyances limitantes. C'est un stage un petit peu particulier puisqu'on est en grand groupe, on a 110 participants et on profite justement de l'énergie du groupe pour arriver à trouver en soi l'énergie suffisante pour transformer ses croyances. C'est un thème qu'on travaille tout le temps en thérapie, les croyances limitantes qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Par exemple, si je pense que je suis nulle, je suis nulle et je développe des capacités de nul. Et tant que je pense que je suis nulle, j'ai beau avoir un trésor de capacités à l'intérieur de moi, c'est comme une muraille de Chine entre moi et mes capacités. Je ne peux pas y accéder. Donc il faut transformer cette croyance « je suis nulle » pour pouvoir ensuite accéder à des capacités autres que celles que nous permet d'avoir cette croyance. Donc ça, c'est un travail sur 2 jours. Vous avez également le cycle « Réussir son installation », très important aussi parce que ce n'est pas parce qu'on a son certificat de praticien en relation d'aide que ça y est, tout est fait. Il faut faire une étude de marché pour savoir où on va s'implanter. Il faut faire un business plan.
Il faut trouver une identité qui va se décliner avec des supports de communication, un site ou pas de site, une carte, un flyer, voilà, tout ça, il faut pouvoir le travailler de façon professionnelle et vous avez toute une équipe qui vous accompagne avec de l'e-learning, du coaching en fonction de vos besoins, du présentiel et un dossier professionnel à présenter. Et c'est vraiment tout ce pool en fait qu'il y a dans Réussir son installation qui vous permet d'avoir clé en main tout ce qu'il vous faut aux différents niveaux pour pouvoir vous installer tranquillement et réussir cette installation. Un total d'heures important et vous accédez, après avoir fait cette deuxième année, au certificat de praticien en relation d'aide en validant bien sûr vos, voilà, les différents éléments de validation qui sont demandés, les 8 devoirs, les évaluations théoriques que vous faites en première et en deuxième année, les mises en situation, le stage pratique, tout ça. On est assez exigeant, effectivement, pour valider votre formation. Mais nous sommes exigeants parce que ce que nous visons pour vous, c'est l'excellence. Pourquoi devenir un excellent praticien en relation d'aide? Parce que vous arrivez sur un marché concurrentiel, comme tous les marchés, et si vous n'êtes pas excellent, vous n'en vivrez pas. Donc si votre objectif, c'est de vous reconvertir, il faut que vous soyez excellent. Vous allez être en libéral, il va falloir vous créer une patientèle. Ce qui va la créer, c'est le bouche à oreille. Donc il faut être bon et dès le départ. Voilà. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on mettez en œuvre au niveau de l'ingénierie pédagogique tous les ingrédients, tout ce qu'il fallait pour vous pousser vers cette excellence et vous donner toutes les cartes. Après, c'est vous qui jouez avec le jeu de cartes. Ça, c'est notre partie à nous. Vous, il faut que vous preniez le jeu et que vous posiez vos cartes et que vous fournissiez le travail nécessaire. Voici quelques spécialisations que vous pouvez faire. L'accompagnement du deuil, alimentation et émotion autour des troubles du comportement alimentaire, enfance et adolescence. Effectivement, cette formation est destinée à travailler avec un public adulte. Si vous voulez élargir votre champ de compétences aux enfants et aux adolescents, il y a des outils spécifiques pour les enfants et les adolescents. Il faut bien connaître leur développement. Donc on fait cette spécialité. L'hypnose, qui peut être travail en état modifié de conscience, très intéressante et très complémentaire. Une technique dérivée de l'EMDR, libération des chocs émotionnels pour travailler sur les traumatismes. La morphopsychologie, qui vous permet, en déchiffrant le visage et le corps de la personne, déjà d'avoir des grandes lignes directrices sur sa personnalité et qui du coup peut être très aidante pour vous permettre d'ajuster vraiment votre distance thérapeutique. Dans l'accompagnement du deuil, on est sur tout type de deuil. Il y a plein de deuils différents. C'est toujours un obstacle compliqué. Donc voilà, vous avez tous les outils et les éléments pour accompagner les personnes qui sont dans ces phases. Vous en avez d'autres. Psychogénéalogie, l'étude de tous nos bagages, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont légué, nos parents, grands-parents, etc. Les réflexes primitifs qui vous permettent d'aider la personne à les intégrer. Ces réflexes, ils s'activent pendant la vie intra-utérine et la première année de vie. S'ils sont restés actifs ou s'ils ne se sont pas activés, il va y avoir des dysfonctions qui vont se mettre en place. Par exemple, vous serez dans l'incapacité de passer votre permis de conduire parce que quand on vous dit tourner à droite, vous tournez à gauche et voilà, et vous n'y arrivez pas et vous vous perdez. Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on a WAS, on a d'accord, mais non, on a plein de problèmes liés à une mauvaise intégration de ces réflexes. Donc, on apprend ici à travailler cet outil. La sophroanalyse, on travaille sur 5 jours sur tout le vécu intra-utérin et la naissance, sachant que c'est dans cette période que se mettent en place toutes les racines de notre comportement psychologique. Donc souvent, on est obligé de remonter aussi loin que ça pour aider une personne en difficulté, pour réinformer au niveau de cette période. Transformation des scénarios, là c'est une spécialité que l'on ne peut faire qu'une fois qu'on a terminé la relation d'aide. On a tous des scénarios dans nos têtes répétitifs, hein. On refait la même chose et on revit la même chose et on aimerait transformer ça mais on ne sait pas comment le faire. Donc on va, avec ces 2 jours, appliquer une méthodologie très spécifique sur ce thème, transformer ces scénarios. Le jeu de sable, c'est une méthode très ludique où on va travailler avec des petits personnages, une méthode de psychothérapie qui permet
à travers le jeu, à travers la mise en scène de tous ces personnages et ce que va exprimer le sujet, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, de voir ce qui se passe dans sa psyché, quels sont les conflits. C'est vraiment un très bel outil de connaissance de soi. Et puis un thème qui est très très récurrent dans les prises en charge, la sexualité avec toutes les dysfonctions sexuelles au féminin, au masculin et de communication dans le couple qui sont abordées dans cette spécialité. Donc vous voyez, au niveau des spécialisations, il y a vraiment beaucoup de choses. On choisit ce qui nous intéresse déjà et les outils ou les domaines dans lesquels on a envie de travailler. On se dit, voilà, j'ai envie de travailler avec les enfants et les ados, en plus des adultes, donc je fais la spécialité correspondante. Voilà pour cette partie présentation. On va finir, si vous voulez bien, par un petit exercice simple pour vous montrer comment on pratique la relation d'aide. Imaginons que vous ayez quelqu'un qui vient vous voir parce que cette personne n'arrive pas à prendre une décision importante. Elle a beau tourner dans tous les sens dans sa tête, se dire j'y vais pas, je fais pas. Elle n'arrive pas à trouver l'issue. Elle tourne en rond, du coup, elle n'arrive pas à dormir, elle a déclenché des insomnies, elle n'arrive pas à manger, elle a maigri. Bref, ça entraîne tout un tas de symptômes. Et elle se dit, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me permette de dénouer un petit peu tout ça et de faire un choix qui soit adapté avec ma personnalité et là où j'en suis dans mon évolution. Donc on va lui proposer de faire un petit exercice. Imaginons que la question soit, est-ce que je dois quitter mon travail ? C'est la question qui fait que je ne me sens pas bien, je me sens pas bien dans ce travail, ça fait longtemps que j'ai envie de le quitter, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas comment le faire, et ça tourne, un jour je dis oui, un jour je dis non, et je tombe malade. Donc on va émettre deux hypothèses. Hypothèse 1, je quitte mon travail. Hypothèse 2, je ne le quitte pas. Nous, en tant que thérapeute, on est neutre. Donc même si dans notre tête, on peut se dire, moi, si j'étais à sa place, je le quitterais ou je ne le quitterais pas, ça ne doit pas transparaître. On entend notre voix intérieure qui dit il devrait ou il ne devrait pas, on n'en parle pas. C'est ça la neutralité. Et on donne une clé, un exercice à la personne pour qu'elle s'éclaire de l'intérieur et qu'elle trouve sa réponse. Donc là, je quitte mon travail, on va lui demander de lister tous les points positifs, tous les points négatifs. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire chez elle entre deux séances. Elle n'a pas besoin de le faire explicitement avec nous en cabinet. Elle revient donc avec sa liste. Deuxième hypothèse, je ne quitte pas mon travail. Point positif. Point négatif. Pareil, elle va le faire chez elle. Et puis, on va faire ensemble ce qu'on appelle la balance. Donc, je prends les points positifs. Donc, quand la personne revient, elle va vous expliquer pourquoi elle a mis ses points positifs, qu'est-ce qu'elle a mis ici, pourquoi ses points négatifs. Et finalement, quand vous lui demandez, alors, ça penche plutôt de quel côté, elle va vous dire, plutôt je quitte ou je ne quitte pas. C'est elle qui va faire sa balance. Donc, elle vient comparer ici, elle fait une première balance. Ici, une deuxième balance. Pareil, pour je ne quitte pas, point positif, point négatif. Et ensuite, elle va venir comparer ces deux balances pour finalement arriver à une conclusion. Je quitte ou je ne quitte pas mon travail. La conclusion à laquelle elle arrive lui appartient. Le travail du thérapeute dans ce cadre, c'est déjà de trouver le bon outil, la bonne clé éclairante pour que la personne puisse y voir plus clair et pouvoir répondre à sa question. Ne pas venir lui dire faites ou faites pas. On n'est pas du tout dans la relation d'aide, dans le conseil, on est dans l'accompagnement, ce qui est très différent. Et quelle que soit sa réponse ici, être prêt à l'accompagner. Donc la personne dit je quitte mon travail, mais j'ai telle peur, tel frein, telle angoisse, ok, je suis là pour vous accompagner, vous donner des outils de thérapie émotionnelle pour vous aider à surmonter vos peurs, vos angoisses, etc.
La personne dit « je ne quitte pas, mais alors oh, je ne sais pas comment je vais faire pour supporter mon chef, il est infernal, dès que je le vois j'ai la boule au ventre ». Très bien, donc mon rôle en tant que thérapeute, c'est de vous aider, de vous donner des outils pour que vous puissiez supporter votre chef. Vous voyez, c'est là qu'on marche à côté de la personne et main dans la main. Donc on ne l'influence pas sur son choix, on donne des exercices qui sont neutres et sur lesquels on n'intervient pas. Ça, c'est l'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, l'exercice est suffisamment simple et percutant pour arriver au résultat escompté qui était de trouver une réponse à cette fameuse question. Et maintenant que vous avez votre réponse, je suis là pour vous aider à vous mettre en action, soit pour quitter votre travail, soit pour ne pas le quitter. Il y a quand même une mise en action intérieure, même si je ne quitte pas le travail. Comment je vais faire pour supporter ce travail? Et de nouveau, en tant que praticien en relation d'aide, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider ici à surmonter sa peur, ici pour supporter son chef, par exemple. Vous voyez, donc, tout ce qu'on propose en relation d'aide est très concret, très pragmatique. On a très peu de jargon psychologique dans la relation d'aide. On est à côté de la personne et on est là pour l'accompagner. Voilà. Merci pour votre participation et à bientôt.